Bien, bonjour à tous. Finalement, on me laisse un peu seul, mais j'ai j'ai plusieurs mauvaises informations à vous donner. La première, c'est qu'ils ont dépassé de pratiquement 20 minutes le temps qui leur était accordé. Et après, on dit que c'est moi qui dépasse. Bon, on réglera ça après. En revanche, sachez que nous garderons les 1h15 qui nous sont attribuées, et donc vous ne ressortirez pour manger que beaucoup plus tard. Première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est que j'ai oublié mes papiers. Bon, c'est resté sur mon bureau, ça peut arriver. En soi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que j'ai quand même toujours un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu quelque chose à dire. Et sans mes papiers, je risque d'en dire beaucoup plus. Donc le temps va passer un peu plus. Bien, pourquoi s'interroger sur la mutation de la parole aujourd'hui ? Eh bien, d'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout change dans la vie. On change de conjoint, ça change l'environnement. On dit aussi que les personnalités ont changé, toute la politique a changé. Bref, tout fait que, même y compris de la famille, tout change et que de ce fait, ce mécanisme de changement interroge le champ de la sociologie. Alors pourquoi la sociologie ? Eh bien, c'est tout simplement parce que les mutations du monde arrivent dans nos pratiques professionnelles. Et vous, animateurs, il est évident que vous ne pouvez plus traiter les personnes âgées comme vous les traitez il y a 20 ou 30 ou 40 ans. D'abord, je pense qu'il y a 20 ou 30 ou 40 ans, peu d'entre vous étaient dans la gérontologie. Moi, personnellement, j'y étais. Bon, c'est pas forcément un avantage, mais c'est comme ça. Il existe donc une sociologie qui nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la relation, dans la parole avec la personne, qu'elle soit âgée ou pas, et c'est ce que l'on appelle l'interactionnisme symbolique. Qu'est-ce que c'est que l'interactionnisme symbolique ? C'est tout simplement la conception d'un monde qui est mis en scène. Et dès l'instant où il y a une mise en scène, comme sur cette estrade il y a une mise en scène, eh bien, il y a une appréciation de ceux qui sont en face, vous-même, et que de ce fait, il y a une interaction entre nous. Et c'est cette interaction qui crée une dynamique dans la compréhension. Il est bien évident que si je devais parler trop, je recevrais sans doute un certain nombre je ne sais pas d'ailleurs ce que je recevrais, soit le silence, soit le départ, soit finalement peut-être quelques tomates, mais c'est plus la saison, donc ça va, c'est un avantage. Donc ça, c'est le premier mécanisme d'interactionnisme. Et symbolique, pourquoi ? Symbolique, tout simplement parce que la parole est un symbole. Quand je dis « il fait beau », ça ne veut rien dire du tout en tant que tel. Simplement, le « il », c'est nous, tous ensemble. Donc le « il » symbolise tout le monde. Fait, le verbe faire, on fait 36 000 choses, donc ça ne veut rien dire en tant que tel, mais par contre ça peut avoir une signification dans « il fait », c'est-à-dire que nous construisons beau, c'est une appréciation qui peut ne pas être partagée avec tout le monde, et le beau peut être moche pour certains. Enfin, vous allez me dire, ici on est en Bretagne, donc quand il fait beau, on le remarque. Je m'y attendais un peu, mais je vous rassure, je viens de la Bretagne, j'habite Nantes. Merci. Je vois que vous avez compris et c'est fort bien. Bref, le problème, c'est que nous avons, en prenant la parole, nous avons en face de nous une personne âgée, mais qui est-ce qui prend la parole ? Est-ce que c'est nous qui prenons la parole ou est-ce que c'est elle qui prend la parole ? Il y a automatiquement une interaction et une appréciation différente en fonction du fait que c'est elle qui est en face de nous et qui comprend un certain nombre de choses, et nous qui sommes en face d'elle et qui en comprenons un certain nombre d'autres. Donc en fait, la parole a besoin d'une décodification, une compréhension, une tolérance aussi parfois, pour en tirer un certain nombre de conclusions. La parole se comprend à travers une catégorisation, c'est-à-dire qu'il y a un seul critère d'appréciation dans la catégorisation, c'est que là, nous allons apprécier la parole à travers on va dire, la sociabilité et donc sa finalité sociable. Mais la parole peut être aussi un mécanisme de communication. Il est vrai qu'aujourd'hui, tout est comme. A priori, on passe toujours par la communication pour exprimer quelque chose. Or, quand on parle de la parole, il ne s'agit pas d'une parole de communication, mais d'une parole d'échange.
Donc nous sommes bien à l'authenticité de cette parole qui a un pouvoir, et le terme de pouvoir est central dans le champ de la parole, à savoir que nous avons le pouvoir parce que nous pouvons parler, lorsqu'on nous laisse parler, mais nous sommes ici encore dans une démocratie. Tiens, il n'y a pas de réaction, c'est pas grave. Nous sommes dans une communication parce que nous sommes dans une démocratie et parce que nous savons nous entendre les uns les autres et qu'il y a un mécanisme d'interaction qui se produit. Il y a aussi la parole information, bien sûr. Je vous passe une information, j'ai la parole, et c'est une parole un petit peu, on va dire, statique par rapport à la parole communication, qui est une parole dynamique. Il y a aussi la parole évaluation-validation, c'est-à-dire que je prends la parole pour savoir si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Eh bien, dans le champ de l'animation, vous avez ces trois mécanismes de la parole. Vous avez cette parole qui est communication, qui vous permet d'informer la personne âgée, le vieux qui est en face de vous. Vous avez aussi cette parole d'information au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez compris de ce que j'ai dit, et vous avez cette parole évaluation, parce que qu'est-ce que l'on va faire à partir de la parole que nous nous sommes échangés dans un mode interactif. La parole relève aussi d'une typologie. Je vais être assez rapide sur la typologie parce qu'il y a une typologie qui est extrêmement importante. La différence entre une catégorisation et une typologie, c'est que la catégorisation repose sur un seul critère d'évaluation. La typologie, c'est une construction qui se passe sur plusieurs critères. Donc vous avez la parole qui est un prétexte. Je vous rencontre dans la cour, dans la rue, etc. Je regarde mon plan pour venir à Saint-Malo et j'ai un prétexte pour échanger avec vous. C'est ce qu'on appelle la parole prétexte. Ensuite, il y a la parole humaniste, c'est-à-dire que j'essaye de prendre des nouvelles de vous. Est-ce que ça va bien? Moi, ça me gêne toujours quand on me dit est-ce que ça va bien, parce que j'ose pas dire non, et lorsque je dis non, de toute façon, les gens se retournent de l'autre côté et ils n'attendent même pas la réponse d'ailleurs. Donc il n'y a pas de mécanisme de compréhension systématique dans la parole humaniste. Mais ça, c'est un autre problème qui est intéressant quand même pour les animateurs, dans la mesure où ils ont, le matin, quand ils rencontrent la personne âgée, une parole humaniste. Comment allez-vous ce matin? La réponse, j'ai un pied dans la tombe. Ça peut arriver quand même, hein. J'ai un pied dans la tombe, mais vous l'écoutez pas, eh bien, ça va aller mieux, tout simplement. La parole est, on va dire, consensuelle. Et elle est compréhensive aussi, mais dans cette compréhension, on ne comprend pas grand-chose finalement. Vous avez une parole contextuelle. Une parole qui est contextuelle, c'est une parole qui est créée par l'environnement. Elle est dans un contexte environnemental, et dans cet environnement, vous avez le mécanisme de je suis entouré par une structure, donc ce que je dis est vrai. Ce que vous dites, je veux bien l'écouter, mais après tout, n'oubliez pas que vous êtes dans une structure de personnes âgées et que de toute façon, vous avez une vie collective qui ne vous permet pas de demander à titre personnel ce qui se passe, ce que vous attendez, pardon. Vous avez une parole pour créer du lien, et là, ce sont tous les ateliers que les animateurs peuvent créer pour des ateliers de parole, comme l'on dit. Enfin, moi, j'avais une personne âgée qui me disait une fois... on va me mettre encore dans un atelier de parole, j'ai déjà bossé toute ma vie, si en plus il faut que j'aille encore dans un atelier, ça va être compliqué. Ben oui, il ne faut pas oublier que souvent les personnes âgées sont à la retraite. Moi je le suis depuis 12 ans maintenant, donc vous voyez, je ne travaille plus. Tout est formidable. Donc cette parole pour créer un lien, c'est finalement une parole un peu prétexte quelque part. Parce qu'on ne crée le lien que parce qu'on a intérêt de le créer, ce lien. C'est un lien social. Ça peut être aussi, je le dis tout doucement, mais vous m'entendez, un lien médical, un lien de soins, etc. Mais c'est un lien qui permet à la personne qui est en face de vous de se comprendre sur ce qu'elle a envie de développer. Vous avez la parole qui est codifiée, elle est toujours codifiée, mais le problème c'est que vous, en tant qu'animateur, dans la codification que vous avez d'abord à parler avec une personne âgée dans le vocabulaire qu'elle comprend, ce qui n'est pas toujours aussi évident que cela, et bien sûr, vous avez une parole qui est culturelle, et parfois c'est un petit peu moins évident, parce que nous avons tous des cultures différentes. Des cultures, surtout quand je vais dans le sud de la France, je peux vous dire que la notion de culture à l'intérieur des établissements, c'est pas quelque chose de triste, parce qu'il y a ceux qui viennent du pays à l'extérieur de la France,
Il y a ceux qui viennent de la campagne, qui n'ont pas tout à fait le même vocabulaire que ceux qui sont en ville. Et quand je vais à Marseille, c'est un sacré méli-mélo. Je comprends pourquoi tous les Marseillais ne s'entendent pas. Bref, ce problème culturel est un problème quand même qui nécessite quelques explications et quelques régulations, et donc qui demande de codifier nos échanges. Et vous avez bien sûr bien d'autres paroles qui existent. Alors, bon, allez, je vais passer sur tout ça parce que finalement, l'intérêt, c'est d'abord que je me taise. Que je me taise, merci, que je me taise pour créer la parole entre mes deux interlocuteurs, enfin, mes deux échangeurs. Pardon ? Ah oui, c'était une interlocutrice. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, Nadia, c'est une fille. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai pu le constater déjà. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'hier soir, j'ai pu le constater parce qu'elle n'a pas arrêté. Il est temps de passer la parole, Richard. C'est pas mieux, elle n'a pas arrêté de parler. Donc c'est un signe quand même. J'ai pu aussi le constater avec... pas dans le piège. J'ai aussi pu le constater avec Pauline, rassurez-vous, parce qu'elle a fait pareil, et elles étaient toutes les deux en face, j'ai pas pu en placer une. Donc, Nadia, oui. Philosophe, on va t'écouter, puisque de toute façon, oui. On n'a pas le choix. Exactement, oui, on n'a pas le choix. Merci de me passer la parole, Richard. Merci pour cette présentation. Je vais reprendre autrement ce que tu as présenté de manière peut-être un peu plus technique que je le ferai, puisque je ne suis pas sociologue, n'est-ce pas? Donc je n'ai pas tous les codes. Et donc effectivement, en fait, je vous remercie de m'avoir invité d'ailleurs, mais en effet, je m'aperçois en vous écoutant à quel point je vais faire un pas de côté, un saut dans le temps même. Puisque donc je vous invite juste là en peu de temps à revenir sur deux questions que d'ailleurs tu as abordées, c'est-à-dire d'abord qu'est-ce que parler et qui parle. Alors voilà, parce que c'est mon travail en fait en tant que philosophe femme et bavarde, ce qui en rajoute. Alors donc déjà pour je sais pas, alors peut-être que vous connaissez ou vous avez rencontré un vieux philosophe, si vous avez été au lycée en série générale, au moins, ou technologique, sans doute, vous l'avez vu. Il s'agit de Descartes, philosophe du XVIIe siècle, merveilleux Descartes, et qui, dans un texte qui est archi rebattu, mais tant pis, je le rebats encore, écrit à son ami le marquis de Newcastle, où il fait une comparaison entre la communication entre les animaux et la parole des humains. Alors, il se plante absolument sur ce qui est de la communication entre les animaux. Depuis, nous avons fait, et merci à tous les scientifiques, après Descartes, des énormes progrès en éthologie. Donc on sait que l'épi ne fonctionne absolument pas comme il les a décrites. Cependant, en ce qui concerne le propos philosophique concernant la parole des hommes, c'est un texte extrêmement précieux, puisque Descartes, à ce propos, dit que les hommes, les êtres humains, contrairement aux animaux, parlent à propos. À propos. Alors, ce petit mot « à propos » peut sembler confus. Il l'est au départ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous, les êtres humains, quand on parle à propos de notre pensée. Autrement dit, on ne parle pas pour exprimer simplement un besoin. On ne parle même pas simplement pour exprimer un désir. On parle des fois pour rien. C'est-à-dire, d'ailleurs, on dit « oh là là, elle parle pour ne rien dire ». Surtout me concernant, merci d'ailleurs. Et c'est pas ce que tu as dit, mais bon, bref, j'ai entendu. Donc, ce que je veux dire, c'est que la parole humaine a ceci de spécifique qu'elle peut être absolument gratuite et tout en l'étant, porter quand même du sens. C'est là d'ailleurs sa singularité et sa richesse, c'est-à-dire on ne parle pas nécessairement pour dire autre chose que quand on parle. Et donc, quand il dit « à propos », ça veut dire que c'est à propos de notre pensée. Il prend comme exemple les fous. Il dit les fous. Hein. Les fous parlent, ils disent effectivement n'importe quoi parfois, mais cependant, n'importe quoi du point de vue de la raison, et cependant, leur parole a un sens, pour eux, en tout cas. Donc ça, c'est un point qui est très important, parce qu'on peut avoir tendance à confondre parler et discourir, ou parler et communiquer. Quand on communique, en fait, finalement, on emploie un nombre de mots
dont on juge qu'ils sont suffisamment efficaces pour se faire entendre. Lorsqu'on tient un discours, de la même façon, on veut dire quelque chose quand même. Or, tout à l'heure, comme je l'ai dit, on peut parler pour ne rien dire, et on peut aussi parler pour ne pas nécessairement communiquer quelque chose qui soit de l'ordre de la raison ou de l'ordre de l'utilité. Ceci est un point de départ auquel j'ai pensé, parce que ça me permet de mettre à mal un petit peu ce que l'institution, alors c'est très difficile de définir ce que c'est qu'une institution, en tout cas, disons, oui, l'institution, entend lorsqu'on parle de parole. C'est-à-dire que, en l'occurrence, lorsqu'on entend la parole dans l'institution, c'est souvent une réduction de la parole au champ de l'expression d'un besoin ou d'une volonté à laquelle l'institution doit pouvoir répondre, ou si elle ne peut pas répondre, va mettre tous les moyens possibles, techniques et financiers, pour y répondre. Il se peut, c'est la question que je me pose, qu'en mettant les moyens techniques et financiers pour y répondre, eh bien, en même temps, on étouffe la parole. Vous voyez, c'est super compliqué, parce que ça ne dépend pas simplement de volonté technique et financière. Peut-être qu'en fait, on va empêcher la parole à trop vouloir la contenir aussi, à trop vouloir la circonstancier. Alors, je suis désolée, hein, moi je suis là pour... notamment, j'ai entendu Richard parler d'ateliers. Alors, c'est super, les ateliers de parole. Seulement, c'est super paradoxal quand même. Parce que amener des gens dans un atelier pour leur dire, bon, maintenant parlez, c'est compliqué, en fait. Et pourquoi pas le faire? Mais il faut entendre la complexité. Il faut entendre que c'est pas évident. Il faut entendre que peut-être ce qu'on va entendre, c'est précisément des gens qui ne vont pas parler, et c'est peut-être en ne parlant pas qu'ils vont exprimer quelque chose. Voilà, tout ça, ça demande une gymnastique pour les animateurs que vous êtes, que moi, j'ai pas. Parce que moi, j'ai des élèves, ils sont obligés de me répondre, et puis voilà, c'est tout. C'est beaucoup plus facile, mon métier. Donc, le paradoxe, c'est que, dont on a beaucoup parlé avec Pauline, en effet, pendant que Richard buvait. Il ne voulait pas que je le dise, mais voilà. Et ouais, on n'en est pas loin. Les clichés, les clichés. Nous, on parle, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Autre chose sur lequel Richard a aussi insisté, c'est le fait qu'on n'est pas tous au même niveau de parole. C'est-à-dire que la parole, c'est aussi une question de pouvoir, en fait. Et dans l'institution, il y a aussi ceux qui peuvent parler ou qui sont supposés pouvoir parler. Et même s'ils arrivent en tant que personne, et ça, Pauline l'a évoqué hier, c'était très intéressant, c'est-à-dire même si je viens en tant que personne parler à une autre personne parce que je l'ai rencontré dans l'institution, n'en demeure pas moins que j'ai toujours ma casquette, puisque tu parlais de casquette d'animateur et de professionnel, en fait. Et donc, je suis couvert par l'institution. Et ceci me donne la possibilité de parler. Donc, ça m'envoie à ma deuxième question. Qui parle? Ceux qui sont autorisés à parler. Et ça, il y a un autre philosophe qui s'appelle John Austin, qui est américain. Lui, c'est bon dans le temps, 1960, qui a inventé un concept qui est intéressant, qui c'est le concept de performatif. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans... On ne va pas faire un cours, je vous rassure. Mais le fait que certaines paroles produisent des effets, genre, par exemple, le maire de Saint-Malo, quand il parle, on l'écoute, surtout s'il est en train de vous marier, en fait. Hein, parce qu'il y a avant, vous n'étiez pas marié, et après, vous êtes marié. Donc, il y a des paroles qui sont performatives, parce qu'elles sont portées par un pouvoir institutionnel. Et puis, il y a des paroles qui ne sont pas performatives, parce que précisément, elles ne sont pas audibles. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont beau parler, personne ne les entend. Non pas qu'ils ne disent pas des choses intéressantes ou intelligentes ou profondes, etc., mais parce qu'en fait, ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole. Donc, en fait, pour parler, il faut déjà avoir la parole. Et c'est donc très, très important de comprendre qu'une vraie critique que vous engagez, enfin, il me semble, là, je dis ça de mon point de vue, hein, il me semble que de mon point de vue, il est important de comprendre que avant de parler, avant de se dire comment faire parler les gens, il faut se demander s'ils ont la parole, si on leur a donné la parole. Voilà. Là-dessus, il y a un autre philosophe, j'arrête avec mes références, mais j'étais là pour ça, hein, qui s'appelle Guillaume Leblanc, qui lui a écrit un livre, je crois, qui est sorti en 2014-2015, qui s'appelle L'invisibilité sociale. Voilà, donc il est un des premiers théoriciens à avoir pensé les hommes invisibles et les femmes invisibles, dont on a beaucoup parlé ensuite avec le mouvement des Gilets jaunes, etc., et qui dit qu'en fait, il y a des gens qui sont invisibles et puis il y a des gens qui sont inaudibles. Voilà, donc ça renvoie
et ça c'est un vrai projet social fondamental, et c'est vrai que quand j'ai entendu ce matin la présentation qui a été faite, je me suis dit que vraiment l'animation, et c'est pas du tout un truc, une flatterie, hein, parce que voilà, c'est gratuit, mais je trouve que c'est vraiment un métier qui est au cœur d'un problème social extrêmement important. C'est effectivement les métiers du lien, et c'est aussi les métiers de rendre visible précisément, faire apparaître des personnes qui sont complètement effacées. Et c'est un enjeu très important. Je finis, repas de côté, parce qu'il me semble qu'il y a en fait, en réfléchissant à ce que je pouvais bien vous dire ce matin, j'ai pensé au travail qui n'est pas le vôtre, d'ailleurs, qui n'est pas exactement dans votre champ, mais qui peut faire écho. C'est celui mené par la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, la CIVIS, menée par une personne que j'admire. En fait, je l'aime, mais il ne le sait pas et il ne veut pas de moi en plus. Il s'appelle... Non, mais désolée. Donc, il s'appelle... C'est vrai. Donc, il s'appelle Monsieur Durand. Bon, bref, et j'ai oublié son nom. Et c'est pas Richard. Bref, non, mais en tout cas, non, mais c'est une star. Hein. C'est un grand magistrat. Et il est dans cette commission. Il travaille pour, justement, sur comment faire entendre la parole des enfants victimes de violences, etc., d'abus. Et en fait, c'est très simple ce qu'il dit. C'est limpide. Il dit, de toute façon, déjà, il faut écouter, en fait. Il faut juste écouter. Parce que l'enfant ne parle que s'il est écouté. Et on s'aperçoit souvent que les enfants qui ont été victimes d'abus, en fait, ils l'ont dit. Ils l'ont tout le temps déjà dit. Seulement, ils l'ont dit, il n'y avait personne pour les écouter, en fait. Donc, placer l'écoute au centre de la réflexion me semble aussi extrêmement important. C'est-à-dire, quand une personne âgée parle, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Ou est-ce qu'on est en train de faire autre chose? Et est-ce qu'on n'est pas en train d'animer un atelier sur la parole, justement? Et que, dommage, on est passé à côté de ce qu'elle racontait. Donc, et je finirai là-dessus, puisqu'il y a eu une belle critique de la technocratie qui plaît intersidérale. Et en effet, on a des dispositifs techniques, on ne manque pas de moyens, mais en fait, il faut toujours finalement se dire que ce qui est au centre, c'est, avec toute la technique du monde, c'est d'abord l'attention. C'est d'abord l'attention et l'écoute, il me semble, avant même la parole. Voilà. Ce que j'ai à vous dire, alors là... Merci. Pour moi, c'était assez clair, surtout à certains moments. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu as fait 2 pas de côté. Ça me rassure aussi, parce que le premier pas de côté, c'est celui qui te met dans la déviance, et l'autre pas de côté te ramène dans la droite ligne. Donc, tu as parlé d'une parole finalement normalisatrice, et normalise un certain nombre de relations. Il y a quelque chose que je dirais aussi, à travers ce que j'ai entendu, c'est l'inutilité de la parole. Elle est parfois inutile, et finalement, c'est ce qui lui donne du sens. C'est pas de moi, c'est de Camus, hein, donc, mais c'était pas mal quand même. Hein. Ensuite, il y a aussi la parole libérée. Alors, est-ce que c'est une parole libérée que l'on va demander ou une parole libre? Libérée, c'est parce qu'il y a une autorisation à parler librement. Et une parole libre, c'est parce qu'on a envie d'exprimer ce que l'on a en soi, mais qui finalement n'est pas le désir, le plaisir, etc., mais qui est tout simplement ce que l'on pense, puisque tout est dans la pensée lorsque l'on s'exprime. Alors la question de l'inaudibilité, la personne est inaudible, pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas la codification, peut-être parce qu'elle est inaudible dans un contexte donné, peut-être qu'elle est inaudible parce que nous avons l'incompétence. Et là, ce sont 3 dimensions qui doivent interroger les animateurs. Pauline, on va t'écouter. Bon, je dois vous avouer, j'espère que ma parole sera juste, puisque j'ai terminé de l'écrire juste avant 2h30, et ensuite j'ai signé la pétition pour donner ma parole. Voilà. La parole, donc, c'est une donnée de base pour les animateurs. C'est de là d'ailleurs que découlent les projets qu'on met en place. On la porte presque en étendard. Parfois, on prête même notre voix aux personnes pour les représenter ou pour porter des revendications individuelles ou collectives. La parole, c'est l'histoire que l'on peut raconter. Les personnes qu'on accompagne construisent le récit de leur vie, la manière dont elles veulent qu'on les perçoive. Se raconter, c'est exister aux yeux des autres. C'est déjà une partie de leur rôle social,
ou du rôle qu'elles veulent jouer, qu'elles nous laissent voir. Et les rôles sociaux, c'est bien notre métier. À nous de nous en saisir pour en faire quelque chose, si c'est leur souhait. D'ailleurs, donc les 3 actions de l'animateur sur la parole, alors je me suis retrouvée un petit peu. Super. Les 3 actions de la parole, donc les 3 actions de l'animateur sur la parole, je dirais que ce serait l'accueillir, la recueillir et la mettre en œuvre, la transformer en action. L'accueillir, donc c'est, alors je le dirai avec mes mots, c'est créer un environnement propice pour que la personne se sente libre de l'exprimer, cette parole. Dans ce qu'on disait donc, l'environnement contraint quand même qui est l'institution. Et nous, avec notre casquette institutionnelle, quand même. Mais c'est quand même de la responsabilité de l'animateur, et c'est là la difficulté. La recueillir, c'est peut-être l'écrire, l'enregistrer ou simplement l'avoir en mémoire. C'est presque déjà se poser la question de ce qu'on va en faire, nous, animateurs. Est-ce qu'on va la transmettre? Et si oui, comment? Est-ce qu'on ne risque pas déjà de la transformer? C'est creuser parfois pour comprendre ce que la personne a réellement voulu dire. Et ce n'est pas mettre en doute, c'est ne pas mettre en doute la véracité de son propos, parce qu'on s'en fiche si c'est la vérité. L'important, c'est ce qu'elle dit avant tout. Enfin, il reste la transformer en action, quand cette parole le requiert. Quand elle exprime par exemple les envies du moment, alors ça on sait bien faire, hein, nous animateurs, comment en tant que professionnels on pourra y répondre. Une envie, un désir, un souhait, ça pourra s'inclure dans nos projets d'animation, ça pourra s'inclure dans des activités. On n'est pas obligé de faire des ateliers en effet. L'expression, pardon, ça je l'ai déjà lu. Je peux recommencer? C'est bon. Même si ça n'a pas de sens, tu sais, c'est une parole. Merci. Et puis, toutes ces paroles nous servent aussi pour la mise en application des projets de vie institutionnalisés, projets de vie personnalisés, projets d'accompagnement personnalisé. Vous voyez de quoi je parle? La loi 2002, la technocratie. Bon, c'est quand même un super outil. Mais ça pose des questions. Vous savez, le projet de vie, c'est le moment où on se réunit à plusieurs professionnels pour discuter du projet de vie de la personne qui vit chez nous. En général, il y a plusieurs cas de figure, hein, mais on se retrouve à au moins 5 professionnels en interprofessionnalité. C'est super. Et puis, on parle d'une personne. Alors, des fois, elle est présente, et des fois, elle n'est même pas présente. Et donc, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a récolté de sa parole, eh bien, on va essayer de construire des objectifs pour sa vie en institution. Alors là, moi, c'est une très grande question que j'ai, c'est quelle est la valeur de la parole de la personne, comment on l'a récupérée, recueillie, comment on va la transmettre, et quel est le rôle de l'animateur à ce moment-là, dans ces instances. Je me dis que c'est vraiment notre travail de la porter, de garder ces espaces de liberté, de faire entendre le pouvoir d'agir des personnes. Et alors c'est un exercice avec lequel je pense qu'il faut qu'on soit le plus à l'aise possible, ce qui n'est pas toujours facile, mais surtout qu'on se questionne toujours. Et puis donc il y a la parole qui représente, qui revendique, l'importance de la participation aux instances décisionnelles. Et donc là, nous les animateurs, en casquette institution, nous portons souvent la parole des personnes que nous accompagnons. Dans les CVS, et c'est pour ça qu'il est important qu'on y soit, d'ailleurs, et même qu'on les anime. Dans les instances participatives, les instances décisionnaires, et puis même auprès de nos directions. Il est important que nous puissions porter ces paroles. Mais c'est une sacrée responsabilité. Et une fois de plus, on ne peut pas la transformer. Et il faut vraiment qu'on soit très, très attentif à comment on la porte et qu'est-ce qu'on revendique. En résumé, sans la parole, les animateurs ne peuvent pas travailler. Et c'est de notre devoir de la faciliter, de la rendre audible. Mais c'est aussi parce que nous travaillons dans des environnements où la parole n'est pas si libre que ça, que nous sommes d'autant plus indispensables. Et c'est là qu'il nous faut un socle de valeurs fortes auxquelles nous raccrocher pour, je pense, pouvoir agir avec éthique vis-à-vis des personnes et des situations que nous rencontrons.